Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Les chiffres du coup des émeutes commencent à tomber petit à petit selon le MEDEF. Le MEDEF estime que le coût des dégâts pour les entreprises s'élève à 1 milliard d'euros. Plus d'1 millier de commerces ont été détruits ou dégradés. On comptabilise 20 millions de dégâts pour les transports de la région parisienne. À Marseille, on estime à 100 millions d'euros les dégâts, un coût à l'assurance d'au moins 1 milliard d'euros et un impact financier pour les magasins en pleine période de solde, mais aussi un impact sur le tourisme en début de vacances d'été et pendant la Fashion Week. 20 à 25% de touristes étrangers ont déjà annulé leur voyage en France. Alors, combien va nous coûter ces émeutes et qui va payer? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Corentin, bonjour à tous les auditeurs. Alors vous êtes ingénieur, vous êtes notamment auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant et de sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors on l'a dit, selon le MEDEF, le coût des dégâts pour les entreprises s'élève à 1 milliard d'euros. Alors quel va être l'impact de ces émeutes sur l'économie française ? Bon, l'impact a eu lieu, quoi, en fait, Oui. déjà, c'est-à-dire qu'il y a eu un impact de ralentissement économique parce qu'il y a eu moins de consommation pendant quelques jours. Là, cet impact-là sera assez faible. Et effectivement, le coût a été chiffré puisqu'il y a eu 1000 commerces brûlés, touchés, pillés ou brûlés, principalement des buralistes, mais aussi des grandes surfaces, des Apple Store, des magasins de sport, qui vont rester fermés pour certains pendant quelques semaines, le temps que, on les remette debout. Et donc, un coût total de 1 milliard, dont 300 millions pour les assurances, perte d'exploitation de 500 millions. Donc, ça montre qu'il y a quand même pas mal de commerces qui vont fermer pour une durée certaine. Et chômage des salariés, 10 000 salariés touchés, en fait, qui seront au chômage partiel pour 30 millions d'euros. Mais là, on n'a parlé que du privé, parce qu'il y a aussi le public. Il y a aussi environ 1000 bâtiments publics attaqués, dégradés ou brûlés. Donc, 269 attaques de commissariats, 243 écoles dégradées, dont une dizaine détruites. Il faut savoir que le coût de chaque école est évidemment de plusieurs millions d'euros. 150 bureaux de poste touchés, 39 bus, une rame de tramway brûlée. Donc là, la facture n'a pas été chiffrée, mais elle va être aussi très très chère. On approchera sans doute le milliard d'euros aussi, donc des coûts importants et probablement des impôts supplémentaires pour les Français. Juste ce qu'on peut remarquer, c'est que la facture des émeutes de 2005 était de 200 millions d'euros. Là, la facture de 2023, c'est 1 milliard d'euros. C'est normal, il y a un article du Figaro, de l'ex-patron de la DGSE, Monsieur Brochant, qui montre qu'il y avait un nombre d'émeutiers considérable. On était à 100 000 émeutiers. Voilà le chiffre qu'il donne en approximation. Et les dégâts ont été absolument considérables. Oui, en l'espace de 6 jours, alors qu'en 2005, ça avait duré plusieurs semaines. Alors, il y a aussi le coût des assurances. Donc, on l'avait comptabilisé en 2005 à 230 millions d'euros. Pour les Gilets jaunes, c'était donc 250 millions d'euros. Et là, on est autour d'1 million d'euros, le coût seulement des assurances. Alors, quel va être l'impact, notamment sur les Français qui vont se retrouver avec des assurances qui seront plus chères ? Bien sûr, les assurances sont récupérées en fait sur les autres contrats d'assurance, donc sur tous les Français, pour récupérer les 300 millions de pertes qui vont être occasionnées par les émeutes, très clairement. Il y a un autre effet aussi, un autre coût, mais là qui est indirect dont je n'ai pas parlé, c'est évidemment le coût sur le tourisme, puisque on a des annulations apparemment. D'après les chiffres que j'ai pu trouver, il y a 10% des réservations touristiques qui ont été annulées. Donc, le tourisme de luxe, principalement, particulièrement touché. Quand on sait que la France, le PIB lié au tourisme est de 75 milliards d'euros, ça va coûter très cher. Et quand on parle de 75 milliards d'euros de PIB lié au tourisme, il faut voir que derrière, il y a des salaires versés, des investissements réalisés. Donc, le PIB du tourisme, en fait, c'est même 150 milliards d'euros. Vous pouvez quasiment doubler le PIB direct. Donc ça va avoir des coûts très importants sur le tourisme, avec une mauvaise image de la France, bien sûr, qui a été diffusée. Oui, bien sûr. Donc les commerces touchés, les assurances, donc et le touriste évidemment, et puis aussi la réputation de la France, parce que les vidéos des émeutes ont tourné dans le monde entier. Puis je voulais vous parler aussi des dégradations même au sein des banlieues. Alors on a parlé de magasins pillés, des voitures, des services publics, des transports. Alors il y a eu de nombreux plans banlieues qui ont eu lieu
depuis des années, depuis 40 ans. On a beaucoup parlé notamment du plan Borloo en 2005 de 16 milliards d'euros. Et la Cour des comptes avait même dit en 2012, les plans banlieues sont devenus une machine sans compteur. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est encore l'État et donc le contribuable qui va encore payer le coût de ces émeutes en banlieue? Vous avez raison d'en parler de ces fameux plans banlieue. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne a dévoilé, j'ai vu le tweet du Premier ministre, où elle explique qu'un nouveau comité aura lieu prochainement pour annoncer des mesures en faveur des quartiers. Donc un nouveau plan banlieue, on voit qu'en 2005, en fait, ça avait occasionné 16 milliards d'euros supplémentaires en plan banlieue, 15 plans successifs en 30 ans pour 100 milliards d'euros. Donc c'est un gouffre financier, effectivement, soit pour payer des associations d'aide, soit pour payer des équipements sportifs, etc., ou des désenclavements de ces banlieues, alors que les villes de la France périphérique n'ont pas du tout eu ces plans de relance. Au contraire, eux voient les services publics diminuer, les bureaux de poste et tous les services publics fermés les uns après les autres. On a vraiment un vrai problème parce qu'effectivement, Elisabeth Borne nous annonce qu'elle va remettre de l'argent dans la cagnotte des plans banlieues, donc on va avoir de nouveau des milliards d'euros distribués pour ces banlieues qui ont dit qu'en fait, une partie des banlieues ont dit « Ah non, l'État français, on n'en veut pas ». C'est bien ça qu'ils envoient comme signal quand ils brûlent des mairies, des écoles et des commissariats. Driss Ghali avait une formule très dure, mais je pense qu'il y a une partie de juste. Les séismes marocains, il disait « Tu viens chez moi, tu brûles, tu pilles, mais je dois te demander pardon et te verser encore plus d'allocations ». Et c'est vrai que là, il y a un problème. On a vraiment un problème majeur. Il faut sortir des plans banlieues, il faut trouver une autre solution que de verser sans arrêt de l'argent à ceux qui cassent en réplique un certain nombre de fois. Oui, en plus, ces plans banlieues ne sont pas de bons investissements parce que finalement, j'ai envie de dire, ça compense la plaie, ça permet de ne pas saigner, mais ça ne fait pas cicatriser les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas un investissement qui permet de créer de l'emploi en banlieue et puis faire en sorte... C'est seulement, Jean-Louis Borloo l'avait dit dans un livre écrit par Éric Zemmour, il avait dit à Éric Zemmour que j'ai seulement reculé la guerre civile de 15 ans. Donc en fait, c'est de plan banlieue en plan banlieue, on va essayer de reculer de 10, de 15 ans une guerre civile. Et ça donne l'impression d'une énorme faiblesse de l'État français qui finalement, face à des émeutiers qui n'ont eu aucun slogan politique, qui était là pour casser, piller et montrer une forme de détestation de la France. Je rappelle que c'est pas toute l'immigration, bien entendu. C'est une petite partie de l'immigration qui est vent debout. Mais en tout cas, que la France recule et dise, bien, vous avez cassé, pillé, eh bien, en retour, je vous donne de l'argent. Évidemment que c'est très malvenu. Ça donne une preuve de faiblesse énorme de l'État français et ça donnera envie à ces gens pas du tout assimilés et en révolte contre la France, de se révolter encore plus. Tout ce que ça pourra faire, je ne savais pas que Borloo avait dit ça, mais c'est très juste, c'est reculer le moment où l'affrontement aura vraiment lieu. Bon, l'important, ça serait d'éviter l'affrontement en prenant des mesures de fermeté régalienne qui sont un autre sujet. Et alors justement, on parle de ces émeutes, donc c'est des gens qui détruisent donc des transports notamment en commun au sein même des banlieues. C'est-à-dire ils se tirent une balle dans le pied. C'est-à-dire à la fois l'État va devoir donc payer pour eux, payer ces cassages, et en même temps, les banlieues n'auront plus les transports en commun pour accéder à des villes plus dynamiques où il y a des emplois. Donc véritablement, ces émeutes, finalement, oui, ce sont des gens qui se tirent une balle dans le pied économiquement. Exactement, c'est complètement nihiliste. Les gamins des banlieues de Nanterre, dont une partie importante, mais il y a à peu près 40 ou 50% des gens qui sont issus de l'immigration, et effectivement, leurs écoles a cramé quand même. Donc il y a des gamins qui pourront aller à l'école dans des conditions très difficiles à rentrer. Encore, il va falloir reconstruire pendant les vacances d'été. Et effectivement, les bus qui sont brûlés, tous les équipements sportifs qui ont été abîmés, eh bien, tout ça va être un vrai problème pour ces quartiers qui auront des difficultés supplémentaires. Oui, et puis surtout, donc ça les exclut d'autant plus donc, de la ville. Alors, on sait que la ville de Nanterre, enfin la banlieue de Nanterre, notamment la banlieue Picasso, est à 800 mètres de la Défense, de l'esplanade de la Défense, où il y a, ce qui est quand même un pôle d'emploi. Mais dans d'autres banlieues, notamment, ça va éloigner de plus en plus ces jeunes donc, de pôles attractifs de bassins d'emploi. Tout à fait. Et les Hauts-de-Seine, Nanterre,
que je connais bien, est situé au milieu des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire un des départements les plus riches de France et où il y a le plus d'emplois. Effectivement, c'est à 2 pas de la Défense. Donc, il y a des emplois, mais le sujet est pas un problème socio-économique. C'est là où la gauche se trompe. Il y a des emplois à cet endroit-là, beaucoup plus que dans la France périphérique. Il y a des moyens. Cette banlieue nanterre n'est absolument pas enclavée. Très facile de rejoindre Paris et toutes les villes de banlieue. Le problème est différent, effectivement, et ces gens qui sont là-bas auront de plus en plus de mal. Après, le sujet, c'est que une ville comme Nanterre, concrètement, vous voyez qu'elle ne cesse de grossir parce qu'il y a toujours plus d'immigration. Donc en fait, elle est en train de se transformer. C'était avant des quartiers avec des petites maisons, etc. On a commencé à construire des immeubles, de plus en plus d'immeubles, et ça devient un quartier quasiment d'immeubles uniquement. Un quartier moche. Pourquoi ? Parce que on n'a pas le temps. On est obligé de construire sans arrêt pour accueillir une partie des 500 000 personnes qui arrivent chaque année en France. Et donc, ça, c'est un cadre de vie qui n'est pas agréable, qui est même très froid, et ça ne favorise pas, évidemment, un épanouissement des personnes qui y vivent. Alors, il y a un problème aussi, notamment dans ces émeutes, c'est qu'il y a eu beaucoup de mineurs, on en a parlé, beaucoup de jeunes entre 14 et 17 ans. Et donc, ça pose évidemment la question de la responsabilité de ces jeunes. Et certains ont donc proposé, notamment Jean-Frédéric Poisson, de faire payer les parents de ces émeutiers en retenant sur les allocations ou sur l'accès aux logements sociaux. C'est aussi une proposition des Républicains donc de supprimer les allocations familiales pour les parents des enfants délinquants et absentéistes. Alors évidemment, c'est toute la question. Ces enfants sont-ils à ce moment-là responsables véritablement de ce qu'ils font ? Est-ce que c'est aux parents de faire en sorte que les enfants n'aillent pas dehors pour tout casser ? Que pensez-vous de cette proposition de Jean-Frédéric Poisson, Philippe Murer ? Évidemment, il y a une responsabilité des parents qui ne tiennent pas leurs enfants. Et quand on est parent, le but est d'élever correctement ses enfants et surtout de les tenir et de les empêcher, si jamais il y a un mouvement collectif un peu délirant comme ça, d'aller dehors. Donc ça, c'est une réalité. Moi, je suis assez d'accord, notamment en termes de prévention, de dire aux parents, vos enfants, s'ils sont attrapés à partir de maintenant, vous risquez la fin de vos allocations familiales, de prestations, des amendes importantes, etc., ou de devoir réparer les dégâts. Je pense que c'est une bonne idée, notamment en termes de prévention, bien évidemment, parce que le but, c'est d'intimider les parents pour leur rappeler leurs devoirs. Je voulais juste mettre une petite incise, un petit bémol sur tout ce qu'on dit. La société française a une petite part de tort, mais c'est pas les Français en général, c'est le patronat qui a imposé, vous savez, des horaires de commerce de plus en plus étendus, des horaires de travail complètement déstructurés. Moi, quand j'étais à Paris, puisque là j'ai déménagé, il y a encore 6 mois, je voyais les horaires de magasins autour de chez moi s'étendre sans arrêt, les emplois être payés au SMIC, et vous voyez que dans les grandes surfaces du coin de Paris, en fait, vous avez des gens immigrés qui travaillent jusqu'à 9h, 10h du soir. Et comment voulez-vous offrir de tels emplois avec des horaires de plus en plus extensibles, avec la précarité, et demander aux gens d'élever correctement leurs enfants. Ils sont même pas à domicile chez eux. Les enfants sont seuls. Quand vous avez une mère seule qui est obligée de travailler à l'intérieur de Paris, et c'est souvent le cas avec des horaires extensibles, elle ne peut pas élever ses enfants. Donc je crois que les gens qui sont libéraux en termes d'économie de marché doivent se poser les questions de l'impact de ce genre de mesures libérales sur l'ensemble de la société, et sur l'éducation et l'instruction de nos enfants. Oui, tout à fait. Notamment, on le dit, 40% des délinquants mineurs sont aussi issus d'une famille monoparentale, c'est-à-dire où les parents sont absents, et donc retrouver une famille plus traditionnelle avec des horaires aussi de bureau qui permettent une véritable vie de famille et un véritable cadre pour ses enfants. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Écoutez, merci beaucoup Philippe Murer. Je rappelle donc le titre de vos 2 livres, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant, et de Sortir du capitalisme du désastre, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci à vous.